Alors l'Égypte, qui est une terre des pharaons et du Nil, a toujours dépendu de l'eau pour survivre. Mais saviez-vous que dès l'Antiquité, d'immenses réseaux de canaux ont été creusés pour irriguer les terres et faciliter le commerce? Du canal des pharaons, reliant le Nil à la mer Rouge aux infrastructures modernes comme le célèbre canal de Suez, ces voies d'eau ont façonné l'histoire et l'économie du pays. Alors, comment ces canaux ont-ils évolué à travers les siècles? C'est ce qu'on va découvrir tous ensemble. Alors, toutes les informations ne sont pas les plus détaillées, hein, mais le plus probable est qu'au cours donc de la 12e dynastie, le pharaon Sésoris III ait ordonné donc, la création donc, d'un canal traversant le Wad Tumila, reliant le Nil à la mer Rouge. Cet ouvrage aurait facilité le commerce avec le mystérieux pays de Punt et aurait permis donc des échanges directs entre la mer Rouge et la Méditerranée. Son existence est attestée sous le règne de Ramsès II au XIIIe siècle, donc avant Jésus-Christ, mais il fut ensuite abandonné. Selon l'historien grec Hérodote, le pharaon Nakao II entreprit vers 600 avant Jésus-Christ des travaux de restauration du canal, mais ces derniers ne furent jamais menés à terme. C'est finalement le roi perse Darius Ier, vers 550 avant notre ère, conquérant l'Égypte, qui en acheva la construction pour commémorer cet exploit. Darius fit ériger plusieurs stèles de granit, dont celle de Kabret, située à environ 200 km de Pi-Ramsès. Une inscription est attribuée au souverain et déclare « Je suis Darius, roi des Perses ». Alors il pourrait dire aussi roi du monde ou Dieu vivant, hein. Il pourrait rajouter ça, mais c'est une parenthèse. J'ai conquis l'Égypte, ordonné la création de ce canal reliant un fleuve nommé Nil, qui traverse l'Égypte, à la mer qui borde la Perse. Il a été creusé conformément à mon décret, permettant ainsi aux bateaux d'Égypte d'atteindre la Perse comme je l'avais souhaité, et faire du commerce, et venir prôner bien évidemment donc ma grandeur et ma puissance. Bon, ça je le rajoute. Ce canal fut ensuite restauré vers 250 par Ptolémée au fil des siècles. Il connut plusieurs des phases, donc des fois des phases de destruction, puis de reconstruction, notamment sous le commandement d'Amir ibn Alas en 640, période durant laquelle il prit le nom de canal du commandeur des croyants. Toutefois, le calife Al-Mansur ordonna sa destruction afin d'isoler Médine et prévenir toute attaque ennemie. Alors ce canal, il est fait donc, mais il n'est pas fait pour un projet de mondialisation. Il est fait pour des projets de lien donc à travers l'Égypte et la Perse, mais il n'est pas créé à grandeur nature, à grande hauteur. Bon, et encore, cela reste encore des questions sur lesquelles il y a aussi des débats, bien évidemment. Bon, ensuite, comme je vous l'ai dit, ce canal est détruit et il n'est plus utilisé, et puis de toute façon, il ne servait qu'à relier le Nil, donc à la Perse. Mais on va monter dans le temps un petit peu avec ma célèbre machine, celle qui me permet de me déplacer à travers le temps. Alors, on est à la Renaissance, Venise fait face à une concurrence grandissante de la part des Portugais dans le commerce oriental. À ce moment-là, donc, il y a un célèbre Vasco de Gama qui découvre une nouvelle route maritime en contournant l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, permettant aux Portugais d'éviter les taxes imposées par le sultan d'Égypte sur le commerce des épices. Cette situation met en péril la domination vénitienne sur l'approvisionnement en épices de l'Europe, puisque les Portugais peuvent proposer des prix beaucoup plus attractifs aux principaux clients de Venise, notamment les Hongrois, les Flamands, les Allemands et les Français. Alors pour contrer cette menace, il devient impératif de trouver un moyen d'optimiser le passage des marchandises par la Méditerranée. Lors d'un débat au sein de Pegadi, le Sénat de Venise envisage alors une solution audacieuse, la construction d'un canal reliant directement la Méditerranée à la mer Rouge. En mai 1504, le conseil des discharges Francesco Telli, donc son représentant auprès du sultan d'Égypte, d'explorer cette possibilité. Il lui est recommandé d'étudier une mesure que beaucoup considèrent comme essentielle pour mettre un terme à la navigation portugaise, creuser rapidement et efficacement un canal reliant la mer Rouge à la Méditerranée. Cependant, l'instabilité politique en Égypte empêche la concrétisation de ce projet. Le projet tombe à l'eau, plouf.
Plus tard, le 17 janvier 1568, le sultan ottoman Selim donc II reprend l'idée d'un canal pour entraver l'expansion navale portugaise dans l'océan Indien. Puis en 1586, sous le règne de Mourad III, le grand amiral Eujdi Ali entreprend des travaux visant à réhabiliter l'ancien canal reliant Suez à la mer Rouge, mais la résurgence du conflit avec la Perse met l'Empire ottoman sous pression financière et le projet est une fois de plus abandonné. Donc encore une fois, comme au 7e siècle, tout tombe à l'eau. Et je parle pas de tomber à l'eau parce que l'été arrive, et je parle même pas de mon summer body. Parlons d'autre chose s'il vous plaît. Allez. Bon, tout ceci tombe toujours à l'eau et puis bon, ça convient pas. Alors, on parle peut-être d'un canal, on parle peut-être de rivière, on parle peut-être de liquide, et c'est peut-être pour ça que ça tombe à l'eau, mais quand est-ce que ce canal va être vraiment réalisé, quoi, afin que les puissances occidentales puissent commercer et puissent arriver sur des territoires orientaux beaucoup plus rapidement que par le passage du Cap? C'est ça la question. Alors, on va un peu monter dans le temps, on va parler des Français, un petit peu pour changer. Alors, sous le Directoire, en 1798, lors de la campagne d'Égypte menée par le général Bonaparte, la France envoie plusieurs savants, dont Jacques-Marie Lepère, afin d'évaluer la faisabilité d'un canal traversant l'isthme de Suez. Ce projet suscite un intérêt croissant au fil des décennies. Dès les années 1820, des ingénieurs comme Linan de Belfond et Eugène Mouguel-Bey, ainsi que Ferdinand de Lesseps plus tard, influencés par la pensée socio-économique sainte-simonienne, commencent à envisager concrètement la construction d'un passage reliant la mer Rouge à la Méditerranée. En 1833, Prosper Enfantin, figure majeure du mouvement saint-simonien, propose officiellement l'idée aux autorités égyptiennes après son exil en Égypte. Avec l'appui de la Chambre du commerce de Lyon et de François-Barthélemy Arlès-Dufour, un industriel fervent défenseur du projet, il mène de nombreuses études topographiques. 3 propositions d'itinéraire sont élaborées et sont transmises à Linan de Belfond et Eugène Mouguel-Bey pour être approfondies. Malgré l'enthousiasme des Saint-Simoniens, le vice-roi d'Égypte ne se montre pas intéressé par le projet à cette époque. Cependant, on persiste et après 1846, il est fondé une société d'études pour le canal de Suez. Cette organisation réalise donc un nivellement précis de l'isthme permettant de rectifier donc des erreurs de calcul datant des travaux menés par Bonaparte. En 1799, on avait estimé une différence de 9 mètres entre le niveau de la mer Rouge et celui de la Méditerranée, une donnée donc erronée due à une mauvaise triangulation, et donc en 1847, l'ingénieur Paul-Adrien Borduet démontre que cette différence est en réalité minime, ouvrant ainsi la voie à la construction d'un canal sans écluse. Apprenant ces avancées, donc on se rapproche ensuite de documentation technique, et grâce à des influences et des relations en Égypte, le CEP s'implique activement dans le projet, allant jusqu'à devenir la figure de proue. Son rôle déterminant dans la concrétisation du canal suscite d'ailleurs une certaine frustration parmi certains Saint-Simoniens qui estiment avoir été éclipsés après des années d'efforts et de recherche. Bah ouais, on est mis de côté, comment ça se fait? C'est pas bien là, on va se plaindre là. Les décennies passent pour arriver en 1854, où le gouverneur d'Égypte accorde à Ferdinand de Lesseps la concession pour la construction du canal de Suez. Cependant, le projet se heurte à l'opposition britannique, qui craint l'influence grandissante de la France sur cette route stratégique menant aux Indes. Londres fait pression sur l'Empire ottoman pour suspendre l'autorisation, mais Lesseps passe outre et lance donc les travaux en 1859. Les Britanniques tentent à plusieurs reprises de stopper le chantier, notamment en 1859, après la mort de Saïd Pacha en 1863. Malgré cela, grâce au soutien de Napoléon III et l'émir Abdelkader, les travaux avancent. La construction repose sur les plans de Linan et de Belfond, qui sont validés par une commission internationale. La compagnie donc, du canal maritime de Suez, dirigée par Lesseps, mène les travaux de 1859 à 1869. Une main-d'œuvre massive est mobilisée et les chiffres font état de 1,5 million d'ouvriers, avec un bilan humain controversé dépassant 125 000 morts, notamment à cause du choléra. Le pari du canal est risqué en fait. En 1860, à peine 5% des navires sont à vapeur,
alors que l'infrastructure est pensée pour une navigation motorisée. Pourtant, la transition technologique s'accélère rapidement, et donc en 1867, il y a un premier bateau qui franchit le canal, mais l'inauguration officielle n'a lieu que le 17 novembre 1869, sous le regard de l'impératrice Eugénie. L'événement est grandiose. Le khedive Ismail Pacha donc, commande même l'opéra Aïda et Giuseppe Verdi pour marquer l'occasion. En 1875, l'Égypte endettée cède une partie du canal au Royaume-Uni pour 4 millions de livres sterling, renforçant ainsi donc l'influence britannique sur la région. En 1882, après la guerre anglo-égyptienne, le contrôle du canal passe officiellement aux mains des Britanniques, remplaçant la tutelle ottomane. Face aux tensions internationales, la Convention de Constantinople de 88 proclame la neutralité du canal, garantissant son accès à tous les navires, en temps de paix comme en temps de guerre. Le canal devient un enjeu central dans la rivalité coloniale. Pendant la Première Guerre mondiale, les accords de Sykes-Picot redessinent la carte du Moyen-Orient et l'Égypte, sous protectorat britannique, et ceci reste un point clé. En 1936, il y a un traité anglo-égyptien qui maintient une présence militaire britannique autour du canal, malgré son autonomie accrue du pays. En 1951, la situation s'envenime lorsque le Premier ministre égyptien Mustapha el-Nassa Pacha rejette le traité. S'ensuit des émeutes et des affrontements meurtriers contre les forces britanniques. Après de nombreuses tensions, le retrait militaire britannique est achevé en juillet 1956. Ensuite, en 1956, le président égyptien Gamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez pour financer le barrage d'Assouan après le retrait du soutien financier occidental. Cette décision provoque la colère du Royaume-Uni et de la France, principaux actionnaires du canal, et donc en 1956, ces deux nations, alliées à Israël, lancent l'opération Mousquetaire pour reprendre le contrôle du canal. L'intervention est mal reçue sur la scène internationale, sous la pression des États-Unis, de l'URSS et l'ONU. Donc l'ONU condamne l'opération et impose le cessez-le-feu. Une force de maintien de la paix est déployée, une première dans l'histoire de l'ONU. Le Canada, par l'intermédiaire de Lester B. Pearson, joue le rôle clé dans la résolution de la crise, valant le prix Nobel de la paix à ce pays. Dès lors, le canal reste sous souveraineté égyptienne, devenant un symbole de l'indépendance du pays et du déclin de l'influence coloniale occidentale au Moyen-Orient. Alors voilà un petit peu pour la création du canal. Maintenant, je me permets de me poser une question que je me suis toujours posée concernant ce canal, qui est la suivante que je vais vous présenter ici. Alors pour ceux qui ont déjà eu des informations via cette vidéo ou via d'autres vidéos, moi je m'étais renseigné bien évidemment il y a longtemps sur le canal de Suez, alors je me suis posé la question suivante. Ferdinand de Lesseps, c'est un Français, et donc il va construire ce canal qui va demander donc une forte influence et une forte économie, une mise en avant de finances qui vont être colossales afin de financer ce canal. Et donc bien évidemment il va demander donc à la France et également à l'Égypte. Mais je n'ai jamais compris pourquoi au XIXe siècle les Français ont perdu le contrôle du canal. Et je vais y répondre justement. Donc au XIXe siècle, les Français ont progressivement perdu le contrôle du canal de Suez, qui est effectivement devenu largement britannique à la fin du siècle. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, la dynamique politique économique en Égypte a changé à partir des années 1860. La France, sous l'impulsion de Ferdinand de Lesseps, avait réussi à faire percer le canal de Suez. C'est en 1869 que va être terminé donc, ce canal qui va être dirigé par la Compagnie universelle maritime de Suez. Cependant, le gouvernement égyptien, dirigé par le khedive Ismail Pacha, s'est retrouvé confronté à une dette colossale à la suite de ses projets d'infrastructures ambitieux, dont la construction du canal. Cette situation a affaibli sa position, et donc en 1875, face à la dette accrue de l'Égypte et l'incapacité de rembourser les créanciers européens, le khedive a été contraint de vendre ses actions du canal de Suez. C'est là que les Britanniques ont pris le contrôle en achetant ces actions à bas prix pour environ 4 millions de livres sterling. En effet, les Britanniques, qui avaient des intérêts stratégiques majeurs dans la région, notamment pour assurer la sécurité de leur route maritime vers l'Inde, ont vu le canal le moyen crucial de renforcer leur position impériale. Le contrôle britannique du canal a été renforcé avec l'occupation de l'Égypte en 1882.
Après la guerre anglo-égyptienne, les Britanniques ont remplacé les Ottomans comme protecteurs de l'Égypte et ont pris le contrôle de facto du canal. Les Français, malgré leur rôle majeur dans la construction du canal, ont été progressivement mis à l'écart à mesure que les Britanniques prenaient les rênes de son contrôle. L'influence française dans la gestion du canal a diminué face à l'importance géopolitique croissante de la Grande-Bretagne dans la région. À partir de ce moment, le canal de Suez est effectivement devenu une artère stratégique, contrôlée essentiellement par les Britanniques, même si la France maintenait une certaine présence économique dans la région jusqu'en 1956. En somme, la perte du contrôle français sur le canal de Suez au XIXe siècle s'explique par la détérioration de la situation financière de l'Égypte, l'intervention des Britanniques, qui ont racheté les actions du canal, et leur positionnement stratégique en Égypte face aux intérêts impérialistes français, qui se sont progressivement estompés. Bon, cette vidéo est terminée, pensez à l'aimer, la partager, la commenter. Vous pouvez me laisser un petit don sur Tipeee, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.